Bah, toi, Non, en vrai, si tu veux laisser tes chaussures, tu peux les Non, mais laisser je aussi. Hein. plaisante, moi je m'en fous, j'assume mes ongles de yep. Mais moi, j'aime bien, on est à la maison. Ah, tu mais vois, moi je les assume, hein. Si les gens ils buggent sur mes ongles de pied, ça te fera du buzz. Alors là, franchement. Tu as des beaux pieds, Marine. Tu peux le mettre, tu peux laisser ça. tu as des très beaux pieds, Marine, t'inquiète pas. Marine, enfin, j'arrive à te recevoir dans le podcast. Tu sais Pardon. Non, mais pas du tout. Tu sais que ça fait. Mais je pense que déjà la saison 1 d'Avec ou sans sucre, j'ai essayé de t'avoir. Oui. Malheureusement, les jours de tournage ne coïncidaient pas avec ton planning. Je suis hyper contente de te recevoir. En plus, on arrive sur YouTube. Nous y voilà. J'espère que vous êtes heureux de nous retrouver ici. Merci vraiment beaucoup de prendre du temps. Je sais que tu as un planning très, 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 très chargé. Non, mais écoute, avec grand plaisir. J'avais hâte aussi de passer ce moment avec toi. Je suis hyper contente. Alors, cette année, dans Avec ou sans sucre, j'ai envie de laisser l'invité se présenter. Okay. Est-ce qu'en quelques mots, si il y a des gens qui ne connaissent pas Marine L'Orphelin, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Il y en a forcément. Pas non plus se dire. Oh, t'es très connue. Ah non, mais bon, un petit peu. Écoute, me présenter en quelques mots, je dirais. Voilà, moi j'ai 31 ans déjà. On me connaît effectivement parce que j'ai été Miss France, mais du coup il y a plus de 10 ans, c'était en 2013. Et suite à ça, du coup, j'ai poursuivi mes études de médecine. Donc aujourd'hui, je suis médecin généraliste et je suis une passionnée de sport. Voilà, je fais plein de sports différents. Le sport fait littéralement partie de mon quotidien. C'est un échappatoire, un kiff, plein de choses à la fois. Mais voilà, pour les gens qui me suivent en tout cas, je suis très investie dans la santé et dans le sport. C'est trop cool parce qu'on va vraiment parler de tout ça pendant notre interview. Est-ce qu'on peut revenir à la base? T'es une petite fille comment? J'étais une petite fille plutôt assez garçon manqué, même si c'est un terme qu'on n'utilise plus trop aujourd'hui. Tu vois, en fait, pourquoi on devrait être rentrer dans les standards de féminité ou de masculinité. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on pouvait le dire assez plus facilement. Voilà, à l'époque, on pouvait dire ça et comme ça, vous pouvez vraiment vous figurer un petit peu comment j'étais. En fait, j'étais déjà hyper sportive. Okay. J'avais beaucoup de copines, mais aussi de copains. Donc, je passais beaucoup de temps à faire du sport avec tous mes amis. Mais je faisais même du foot. Tu vois. Trop bien. Enfin, j'étais pas en club, mais j'allais jouer avec mes potes au foot. C'est génial. Ah ouais, je me mettais pas de barrière. Hyper rare à notre époque. Alors, on n'est pas si vieille, mais on a à peu près le même âge. Rare quand même. Moi, j'ai pas de souvenir d'avoir des copines filles. C'est vrai qu'ils faisaient du foot. C'était très. Les filles font de la danse et les garçons font du foot. Aujourd'hui, on est beaucoup plus évolué là-dessus. Exactement. Mais c'est vrai qu'à notre époque, il y avait moins ça, je pense. Oui, il pouvait y avoir cette séparation de genre même un peu plus flagrante. Donc voilà, j'étais une petite fille sportive, très un peu élève modèle quand même. Okay. Très perfectionniste en fait. J'ai ce trait de caractère. De vouloir toujours bien faire. Et donc, à l'école, forcément, déjà, j'aimais l'école, j'étais curieuse d'apprendre. Et du coup, je voulais forcément performer, quoi, être la meilleure à l'école. C'était important pour moi, même pour mes études. Tu vois, mes parents m'ont élevée dans cette idée que tu réussis dans la vie. Si tu réussis tes études, en tout cas, c'est via ton travail que tu vas t'élever socialement et que tu vas pouvoir construire ta vie, quoi. Donc voilà, très scolaire, bonne élève. Quel schéma familial? Moi, du coup, mes parents sont toujours ensemble, tu vois, donc j'ai grandi vraiment dans une famille unie, schéma un peu classique, quoi, tu vois, un papa, une maman et une petite sœur et un petit frère. Moi, je suis l'aînée. Du coup, en plus, j'ai eu ce rôle aussi, tu vois, un peu de maman avec mes frères et sœurs où je me suis pas mal occupée d'eux et tout. Donc voilà, on est très famille. Très proche. Alors, mon frère, je le vois très rarement. C'est un peu il est plus solitaire, mais avec ma sœur, on est très très proches et vraiment, on s'adore. À quel moment la médecine, les études de médecin vont prendre une place importante dans ta vie? À quel moment tu te dis, je crois que j'ai envie d'être médecin? Alors en fait, ça vient pendant mon adolescence où je fais un petit passage à l'hôpital, mais voilà, pour pas grand-chose finalement, mais je fais un petit passage à l'hôpital et en fait, je suis hyper curieuse de comprendre ce qui se passe. Il y a la pédiatre qui vient me voir, il y a les infirmières, on fait des examens, des trucs. Et en fait, ça m'intrigue. En fait, je découvre de l'intérieur, tu vois, l'hôpital en tant que jeune patiente. C'était peut-être une des premières fois que tu allais à l'hôpital? Ouais, c'était une des premières fois. Moi, je n'avais pas eu de contact avec ce milieu auparavant. Et ouais, je suis juste curieuse, en fait. Et je me dis, mais c'est incroyable ce que le corps est capable de faire. Et en fait, tu vois, je lis des encyclopédies, j'adore ça, en fait. Donc, j'ai des encyclopédies, tu vois, avec des chapitres entiers sur le corps humain, comment ça marche et tout.
Et en fait, ça me fascine et je me dis, mais c'est incroyable cette machine parfaite qui est l'être humain, tu vois, le corps humain, genre, il fonctionne tout seul. Enfin, je trouve ça dingue. Il y a des médecins dans ta famille? Non, il n'y a pas de médecin dans ma famille. D'accord. Non, pour le coup, justement, pas du tout dans le schéma de je suis l'exemple de mes parents ou quoi. Même dans ma famille, il n'y a pas du tout de médecin. Donc voilà, je suis curieuse et puis en fait, je me dis que c'est un métier qui me correspond bien. Enfin, en tout cas, je m'imagine ça parce que j'aime les gens, tu vois, j'aime m'occuper des gens. J'ai ce côté assez empathique, assez... Enfin, tu vois, j'aime bien prendre soin, quoi, des gens. Et en même temps, j'aime aussi la science, tu vois. J'aime vraiment creuser, tu vois, les sujets dans la technicité et tout. Donc, je me dis, c'est un métier qui peut regrouper les deux et voilà. T'as quel âge au moment où tu prends vraiment la décision de te dire, c'est sûr, je vais être médecin? T'as 16, 17 ans, quand tu fais des études, tu fais un bac S? Je fais un bac scientifique. J'essaye du coup de faire mon stage de lycée auprès d'un chirurgien. Ok. À l'hôpital, du coup? À l'hôpital. Donc, je découvre aussi le bloc opératoire. Alors, j'ai pas un coup de cœur absolu pour le bloc opératoire, mais en tout cas, ça me confirme que j'ai envie de faire ce métier-là. Et j'hésite quand même un petit peu avec un autre cursus ingénieur urbanisme. Donc, je voulais faire un double cursus archi-urbanisme. Ah ouais, rien à voir. Voilà, rien à voir. Construire des villes, en gros. Donc, rien à voir. Mais parce que, pareil, dans ce côté... j'avais un petit côté aussi plus jeune, un peu créa. J'aimais bien dessiner et tout. Donc, tu vois, j'aimais bien imaginer, faire des plans, imaginer des quartiers, des choses comme ça. Ok. Ah, trop cool. Donc, j'aurais pu faire ça aussi. Et puis, finalement, en fait, je m'inscris aux deux. Je m'inscris donc à l'école d'archi de Lyon pour faire un double cursus après Ingé. Et je m'inscris à la fac de Lyon. Et en fait, je ne suis pas prise en archi, ce qui me vexe. Laisse tomber. Je suis dégoûtée alors que j'ai 18 de moyenne, enfin tu vois. Et en fait je suis pas prise parce que j'ai une mauvaise note au bac de français. C'est ma seule mauvaise note de ma vie. En français et en philo j'ai eu 2 mauvaises notes. Enfin j'étais pas une littéraire quoi. Et donc je suis pas prise en fait au concours d'entrée de l'école d'archi. Et du coup un peu déçue. Je suis un peu déçue et je me dis finalement j'arrivais pas trop à choisir entre les deux. Donc au moins voilà le destin l'a fait. Trop bien. Mais j'étais ravie de partir en médecine, tu vois, mais c'est juste que... Petit coup à l'ego quand même, c'est normal quand on est une bonne élève et qu'on n'a pas l'habitude de ça, je comprends qu'on se dise « Ah ça m'arrive à moi aussi. » Ouais, c'est vrai, petit coup à l'ego et tu vois, j'en parle encore en mode punaise quoi. J'aimerais bien relire ma copie pour être sûre quand même. Ouais. Et bon, écoute, pas grave parce qu'aujourd'hui je suis ravie, tu vois. Oui, bien sûr, mais aucun regret d'avoir fait ce métier. Alors j'imagine qu'on a dû te poser cette question des millions de fois, mais... Comment Miss France arrive dans ta vie? Par hasard, complètement. C'est pas du tout un projet de vie, contrairement à ce que pas mal de personnes peuvent imaginer. Il y a des jeunes femmes qui vénèrent ce concours et qui imaginent, tu vois, en rêve. Moi, pas du tout. Parce que comme je te l'ai dit, j'étais plutôt moins féminine que trop. Et je me voyais pas rentrer dans les standards, tu vois, de ce concours de beauté. Tu avais déjà vu l'émission Miss France à la télé? Alors oui, par contre, je regardais tous les ans. Ouais, moi, c'est mon émission préférée. Voilà, tout le monde le sait, mais je le redis ici, c'est mon émission préférée. J'adore, je vous trouve tellement sublime. Quand arrivent vos discours, je suis derrière, je suis avec vous. Allez, ah ouais, tu vas y arriver, Côte d'Azur. Mais ouais, t'étais trop bien. Je me souviens très très bien de toi, je t'avais trouvé, et tu sais que je t'apprécie énormément. Je te l'ai déjà dit et je le redis. Je t'avais trouvé sublime, je me souviens me dire, je veux trop qu'elle gagne, elle est trop jolie. Non, elle a trop chou. Non, mais c'est vrai, ça sort vraiment du cœur. Mais en fait, je comprends ce que tu dis parce que j'ai regardé cette émission de la même manière que toi, tu vois, quand même. Pas en ayant envie d'être à la place de ces jeunes femmes, non, bien sûr. Mais véritablement comme une émission, tu vois, particulière, quoi, Cendrillon un petit peu. Ouais. Et donc, oui, c'est vrai qu'en tant que jeune fille, je regardais ça quand même en me disant c'est incroyable ce qui leur arrive. Oui. Il y en a une qui gagne, sa vie, elle change, elle devient une princesse. Non, mais vraiment, il y a quand même un truc magique dans cette émission. C'est complètement magique. Et donc, comment tu tombes là-dedans? Et bien en fait, donc je me rappelle moi l'année précédente, donc c'était Delphine Vespizer qui remporte Miss France, et je me rappelle avoir regardé. Et moi je regardais l'émission avec un McDo, c'était
C'était vraiment le classique à la maison. Toute la famille devant Miss France avec un McDo. Est-ce qu'on fait pas tout ça? Est-ce qu'on n'est pas toutes avec les cheveux en l'air à dire « Oh, elle, je la trouve plus jolie qu'une autre ». Mais on est qui, nous, pour dire ça, en fait? Non, mais c'est vrai, alors qu'on ressemble à rien. Et là, elles sont toutes sublimes. Et nous, on dit « Oh, je crois que je préfère cette fille-là. Ouais, c'est vrai. Non, mais vraiment. C'est vrai qu'on joue. Non. Voilà, mais on peut rentrer dans le jeu. C'est jamais méchant, Ouais, attention. Franchement, moi, quand je regarde, je me dis toutes, non, mais elles ont doute incroyable. Mais forcément, tu as ta petite préférence. Mais forcément, tu joues, quoi. Jeu tu vois, tu joues. Tu fais tes petits paris, tes pronostics. Et oui, je le fais aussi et j'adore. J'ai hâte d'être en décembre. Moi aussi. Du coup, maintenant, je regarde l'émission avec un œil un peu différent. Mais... Tu as été jury en plus, me semble-t-il. J'ai été jury Miss France aussi, on en reparlera après. Mais écoute, pour répondre à ta question, du coup, j'arrive, on va dire, dans Miss France vraiment par hasard. Enfin, c'est un concours de circonstances un peu récurrent quand même dans ma vie, tu vois, avec ma grand-mère, en fait, qui depuis toute petite me disait qu'un jour, je serais Miss France. Wow. Donc ça, c'est quand même assez fou. Quand je le dis, ça me met les poils parce que vraiment, je ne sais pas comment l'expliquer. Elle avait elle avait un espèce de sixième sens, elle avait quelque chose... Elle en était persuadée, elle m'a toujours répété en fait. À chaque fois que je la voyais, elle me disait, tu vois. Donc elle m'appelait ma petite Miss et tout, ouais. Et tu vois, pourtant, je sais pas, mais par exemple, ma sœur est très 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 jolie, tu vois. Enfin, et elle lui avait jamais dit ça à elle précisément, tu vois. Elle avait déjà eu des dons comme ça, ta grand-mère? Elle avait déjà potentiellement dit des choses dans la famille? Il y a des personnes dans la famille qui ont un peu des dons, qui ont développé ça aussi un peu par la suite. Mais j'y crois tellement. Ma grand-mère, elle n'avait pas développé spécifiquement de dons, tu vois, associés à ça. Mais c'est vrai que c'est quand même assez fou qu'elle m'ait répété ça toute ma vie. Alors, est-ce que c'est une prophétie qui du coup s'est réalisée parce qu'à force de me la répéter, ça finit par arriver? Mais quand même. Tu te dis quoi, toi, quand elle te dit ça? Mamie, arrête, non, c'est pas Ah fait oui, pour moi moi. j'étais plutôt non, mamie, arrête, arrête avec ce sujet-là. Oui, je t'ai dit que non, ça me correspond pas, etc. Et puis en fait, à un moment, c'est vrai que je commence à me rapprocher aussi on va dire, de ce milieu-là, ou en tout cas, je découvre un peu la version féminine de moi-même, parce que par hasard aussi, en fait, je prends contact avec un styliste de ma région qui s'appelle Laurent Crépeau et qui confectionnait des robes de soirée, robes de mariée, et qui cherchait des jeunes filles pour défiler pour le Téléthon dans ma ville. Et du coup, je me dis, c'est une cause qui est sympa, ça me ferait rire de me voir en robe de soirée, en talons, maquillée, robe de mariée, etc. Tu ne prends pas du tout, tu ne prends pas au sérieux, mais je le prends pas au sérieux. Oui, mais pas pour toi. Ouais, pour la cause, je trouve ça chouette, et je me prends pas au sérieux, en tout cas dans ce personnage-là. C'est vraiment plus pour moi me tester, me découvrir, tu vois, d'une autre manière, parce qu'à ce moment-là, j'ai 17 ans. Et voilà, et je me cherche un peu, tu vois, comme toutes les jeunes femmes. J'avais pas beaucoup confiance en moi, en mon image, ma féminité. Donc voilà, je voulais me tester un peu. Et du coup, je participe à quelques défilés avec lui. Et on fait des photos, des shootings photos. T'aimes bien? Ouais, finalement, j'aime bien. En tout cas, j'aime bien. C'est vrai que j'aime bien mon image, j'aime bien mon reflet, tu vois, dans les photos. Je me dis. Je me trouve plutôt jolie. Enfin, je me dis, finalement, moi qui me pensais vraiment très garçon manqué, pas féminine, avec certains complexes à l'époque, là, je me trouve plutôt jolie. Ça fait du bien, tu vois, à l'ego à ce moment-là. C'était quoi tes complexes à l'époque? Tu te souviens un peu Mon nez retroussé, que je n'aimais pas du tout. Le fait d'être musclée. Tu vois, d'être musclée, de ne pas avoir beaucoup de forme. Du coup, pas beaucoup de poitrine, pas beaucoup de fesses, pas beaucoup de forme qu'on associe, tu vois, à la féminité. Voilà, bon, aujourd'hui ça va mieux, tu vois, mais non, mais c'est bien, c'est important pour ceux qui nous écoutent en podcast ou qui nous regardent sur YouTube, des petites jeunes filles peut-être de 17 ans qui eux aussi, tu vois, ont des complexes et se disent, si même Miss France en a eu, peut-être que, voilà, ça peut, tu vois, faire du bien. Certainement qu'on en a toutes et tous, et ça prend du temps, voilà, de les aimer. Bien sûr. Et du coup, là, oui, j'aime bien cette expérience, et en fait... le comité de ma région, le comité Miss Bourgogne, du coup, prend contact avec moi via Facebook. Donc, merci les réseaux sociaux. Ils m'envoient un petit message et ils me disent, on a vu vos photos de défilé. Et voilà, on vous trouve très belle. Vous pourriez correspondre aux jeunes femmes qui s'inscrivent à Miss France. N'hésitez pas. À cette époque-là, j'ai 17 ans. C'est vraiment pas dans mon idée. Tu vois, effectivement, j'ai pas assez confiance en moi. Je me sens pas du tout... correspondre à Miss France. Et puis du coup, je commence la fac de médecine et en
en fac de médecine à la fin de la première année. Que tu as, que tu obtiens d'ailleurs, première année que tu obtiens. Que j'obtiens, mais en fait un peu en parallèle avant d'obtenir la première année, avant la fin de l'année. Je me dis quand même, est-ce que ça pourrait pas être sympa de tenter l'expérience pour déjà honorer ma grand-mère, parce qu'en fait ma grand-mère est décédée l'année précédente. D'accord. Et du coup je me dis ça serait un joli clin d'œil à sa mémoire et tout. Et puis effectivement j'avais eu ce contact avec le comité, ça m'avait l'air d'être des personnes bienveillantes. Okay. Donc ça m'a rassurée aussi, tu vois, de me dire potentiellement je passe du temps où je rentre dans un milieu où les gens ont l'air sains quand même. Donc ça m'importait en tout cas. Et voilà, et donc je finis par m'inscrire, j'annonce ça à mes parents, comme ça du jour au lendemain. Je dis maman, est-ce que tu veux bien m'accompagner au casting? Voilà, étonnée. Attends, t'avais pas des révisions là pour tes partiels de médecine? Je dis si, t'inquiète, je révise pour médecine, mais par contre j'aimerais bien que tu m'emmènes quand même au casting. Donc ils sont un peu tombés des nues, mais ils m'ont soutenue tous les deux. Ma mère, elle a eu un peu peur que j'arrête les études. Ouais. Mais mon père m'a soutenue parce que mon père, il est un peu plus excentrique ou extravagant. Et lui, il est pour l'aventure, pour la découverte, le fait de se tester, de vivre des choses différentes dans la vie, prendre des risques. Donc voilà, il me dit mais c'est génial, mais quelle belle aventure, c'est trop bien. Tu vas rencontrer plein de gens, tu vas voir, ça va te faire grandir. Et il avait raison. Et c'était effectivement une belle aventure. Après, je n'avais pas imaginé que ça m'amènerait à Miss France, forcément. Tu vois, bien sûr. Tu te dis, bon, je vais passer un casting. Après, il y aura l'élection du département. Ouais. Après, il y aura l'élection régionale. Ouais. Et après, potentiellement, Miss France. Et puis là, tu ne t'imagines pas du tout que tu vas remporter Miss France. Enfin, pas une seule seconde, j'ai imaginé. Pas une seule seconde, tu t'es dit peut-être que ça va être moi cette année la Miss France. Jamais. Jamais. Sauf 2 secondes avant qu'on l'annonce. Mais quel choc ça a dû être. Mais moi j'ai jamais imaginé ça et j'ai jamais fait de plan dans ma tête. Tu vois, c'était pas un scénario possible. Donc je me suis jamais dit tiens, si je remporte Miss France, tu vois, qu'est-ce que je fais avec les études? Ah oui, je vais habiter à Paris. Enfin, jamais je me suis projetée là-dedans. Donc à chaque élection, donc tu passes les castings, ça passe, l'élection départementale, ça passe, puis régionale, puis après tu arrives à Miss France. C'est quoi le sentiment quand on annonce que c'est toi la gagnante? Alors, avant d'arriver à Miss France, quand on annonce que tu gagnes l'élection départementale, que tu gagnes la suite et que tu... C'est quoi le sentiment? Au niveau du département, je suis contente. Tu vois, ça me fait plaisir. Et je me dis, je vois ça comme effectivement une belle opportunité pendant 1 an de représenter, tu vois, mon département, ma région, de rencontrer des gens, de vivre des événements. Donc, je suis plutôt contente. Ça te prend beaucoup de temps quand même? Non, il faut imaginer peut-être un week-end par mois. Ok. Donc ça va. Okay. Enfin, ou en tout cas, une journée dans le week-end par mois, c'est tout type d'événement. Tu vois, mais tu peux quand même suivre tes études sans aucun souci. Ah oui, voilà. Oui, bien sûr. Et au niveau de la régionale, quand je gagne, je crois que je pleure pas mal. Et je me dis, ma première pensée, c'est chouette, je vais partir en voyage. Parce qu'effectivement, les candidates partent en voyage avant l'élection de Miss France. Et moi qui viens d'une famille plutôt modeste, j'avais pas beaucoup voyagé. Et en fait, je me dis, waouh, extraordinaire, on partait à l'île Maurice. Donc j'étais quand même. J'avais les étoiles dans les yeux. Donc je me dis, chouette, je pars en voyage. Après, je me dis, oh, galère, j'ai des partiels dans 1 mois et demi. Comment je vais faire pour réviser à Miss France? Tu révises du coup pendant Miss France? Non. Non, parce que je me dis, c'est pas grave, tu vois, si je rate un peu mes partiels, il y a les rattrapages. Okay. Non, je me dis, j'ai envie de profiter quand même de l'aventure. Donc, et c'est quand même compliqué de réviser. C'est 4h du matin, 22h, les horaires. Le rythme est freiné? Effréné, t'es crevé au bout d'un mois. Donc, en fait, même si j'avais voulu, j'aurais pas pu, tu vois. D'accord. Et voilà. Et puis après, à Miss France... La veille de l'élection, il y a plusieurs copines du coup d'autres régions qui me parlent et qui me disent écoute, tu devrais faire ta valise, parce qu'en fait, ils nous demandent de faire notre valise au carré pour que celle qui remporte l'élection puisse partir tout de suite à Paris, faire les shootings photos, les rencontres avec la presse. Et il faut que les bagages soient prêts. Tu vois, il n'y a pas le temps de remonter à la chambre, de ranger tes petits trucs, tiens, ma brosse à dents et tout. Ouais. Donc, ils nous demandent à toutes de faire nos valises parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Et les filles me disent, écoute, tu devrais vraiment faire ta valise bien, quoi. Et je leur dis, pourquoi vous me dites ça? C'est bizarre. Et elles me disent, parce que nous, on pense que tu vas gagner. Donc, commence à te projeter. À t'imaginer que peut-être ce sera toi Miss France. Et là, je me prends quand même un peu un choc parce qu'en plus, quand c'est les autres qui te le disent,
quand même, tu te dis, bon, effectivement, elles m'ont côtoyée pendant un mois, elles connaissent un peu qui je suis. Donc, ça m'a fait plaisir. Et en même temps, ça m'a un peu déstabilisée parce que je n'avais pas prévu ça, tu vois. T'avais peur de te dire, oh, attends, si c'est moi Miss France, tout est chamboulé? Ouais, j'avais peur. Ouais, j'avais peur parce que déjà, j'étais pas encore certaine de correspondre à ce rôle-là, tu vois. D'être à l'aise dans ce rôle, en fait, de représentation, de porter des valeurs associées au concours Miss France et puis de mettre de côté aussi mes études. Tu vois, j'avais aussi peur de ne pas réussir, en fait. Faire un an de pause, pas réussir à revenir. Que, en fait, la projection, tu vois, de mon avenir professionnel qui paraissait plutôt sereine. Enfin, tu vois, tu deviens médecin, bon, tu as un bon métier, tu es assuré d'avoir une vie quand même assez stable. J'avais peur que, du coup, tout ce que je m'étais imaginé allait s'effondrer. Ouais. J'avais pas, en fait, initialement, je pense que j'avais plus peur qu'envie parce que je réalisais pas aussi toutes les opportunités et les rencontres et tout ce que ça allait m'apporter. Bien sûr. Donc, Et là, t'entends Miss Bourgogne. Ouais, je pleurais déjà avant qu'ils disent Miss Bourgogne. Choc. Ouais, parce qu'en fait, choc. j'étais en face de Miss Tahiti et puis elle me dit, je suis sûre que c'est toi. Et en fait, du coup, là, je me suis dit, oulala, je commence à réaliser. Je repensais aux mots des autres, c'est toi qui vas gagner et tout. Et je disais, oulala. Tu penses à ta grand-mère aussi à ce moment-là? Ouais, bah oui, ouais, forcément. J'imagine. Ouais. Est-ce que tes parents sont dans la salle? Ouais, mes parents sont dans la salle, frères et sœurs, ouais. Ok, tout le monde est là? Ouais, ils sont venus. Okay. Ils sont venus. Ah oui, ma Quelle première. Fierté. En fait, vraiment, si je suis très, très, très honnête, bon, j'ai eu plein de pensées évidemment qui sont bousculées dans ma tête, mais ma première pensée était pour ma mère. Je me suis dit, oh là là, elle va paniquer. Les études, elle va penser aux études. Je me suis dit, elle va paniquer, elle va me faire une syncope dans la salle et je vais la perdre. Et je te jure que pendant une fraction de seconde, j'ai eu peur pour ma mère. Je me suis dit, oh là là, je sais pas comment elle va réagir. La crise cardiaque, le malaise, je sais pas, la crise de nerfs auprès de mon père. Non, je veux pas. Rendez-moi ma fille. Mais t'es Miss Tahiti. Qui était très belle par ailleurs. Donc moi, j'étais persuadée que c'était elle qui allait gagner. Et bref. Quel changement de vie incroyable. Ouais, ça chamboule une vie, ouais. Bien sûr, je pense qu'on n'a pas conscience à quel point ça doit chambouler une vie. On s'en rend à peu près compte, on vous voit partout. Moi, ce qui m'impressionne le plus aujourd'hui, parce que les réseaux sociaux prennent évidemment beaucoup plus de place qu'il y a 10 ans, c'est à quel point la Miss France, on va se prendre un nombre d'abonnés sur Instagram, passe d'un, 1000, 2000 à 500 000 abonnés en une nuit. Ce qui représente quand même que la femme qui devient Miss France passe presque d'un total anonymat, à l'une des femmes les plus connues de France en une nuit. Ouais. Comment toi tu vis ça le lendemain matin quand tu te réveilles et que tu vas sur tous les plateaux télévisés? Je pense que vous devez en faire, 20 dans la journée. Peut-être que j'exagère, mais... C'est un bon chiffre, c'est à peu près ça, ouais. Ce choc-là est violent, effectivement. Le regard des autres qui change sur ta personne, ça peut vraiment être déstabilisant. Et moi, c'est au début, et encore aujourd'hui, c'est trop bizarre de le dire, tu vois, mais encore aujourd'hui, je suis étonnée que des gens m'interpellent dans la rue et, tu vois, disent Marine. C'est vrai. Et à chaque fois, je pense que c'est quelqu'un qui me connaît. Mais j'ai encore du mal, tu vois, à me conscientiser et à comprendre, tu vois, cette visibilité soudaine, cette popularité. Je l'ai vu, évidemment, via les autres Miss France, tu vois, que j'ai vu aussi être élues et que j'ai pu accompagner par la suite. Mais c'est vrai que moi, ça m'a vraiment fait un choc parce que, encore une fois, je n'avais pas fait ce projet. Tu vois, je ne m'étais pas projetée, imaginée, tu vois, dans ce rôle-là. Est-ce que pourtant, pendant le voyage Miss France, on vous le dit, préparez-vous les filles, vous pouvez être élues. Est-ce qu'on vous en parle un petit peu ou pas? On nous interroge forcément sur nos envies, tu vois, nos projets. On a un entretien avec le jury et puis il nous pose quand même la question, tu vois, de nous dire si vous êtes Miss France, comment vous voyez les choses, comment vous vous sentiriez, quelle cause vous avez envie de défendre, quel projet vous aimeriez réaliser. Ils essaient de sonder un peu quand même notre personnalité. Donc moi, Sylvie, je me rappelle très bien, dans le jury, m'avait posé la question, bon, avec son air, tu sais, un peu de l'extérieur en tout cas, parce qu'elle n'est pas comme ça dans la vraie vie, mais c'est son air un petit peu comme autoritaire. Bien sûr, et tout. Alors que c'est un amour. Ah oui, non, mais c'est Sylvie, vraiment un amour. Effectivement, elle est géniale. Et avec son air comme ça, voilà, légèrement distant, un peu froid et tout. Miss Bourgogne, si vous devenez Miss France et que vous devez arrêter vos études, comment vous allez réagir? Qu'est-ce que ça va vous faire? Et tu vois, cette question, c'était vraiment la question qui me déstabilisait le plus, tu vois, parce que je ne voulais pas arrêter mes études.
Donc, je dis, bah écoutez, je sais pas si je deviendrai Miss France, tu vois, déjà j'étais un peu... je sais pas si je deviendrai Miss France, mais si je deviens Miss France, je dis c'est vraiment un honneur et bien sûr que j'aurais envie de vivre cette aventure et je serais ravie de la vivre et je mettrai en pause mes études pendant 1 an. Mais par contre, je les reprends après. Tu vois, j'étais vraiment... Tu as toujours eu ce projet de te dire, allez, si le si était très hypothétique, mais si je deviens Miss France, c'est évident que derrière, je reprends mes études. Jamais tu t'es dit, pendant ton année de Miss France... J'ai eu un doute à la fin de l'année, parce qu'au fil des rencontres et des propositions quand même professionnelles qu'on a pu me faire, j'ai quand même hésité un petit peu, parce que c'est un tel bouleversement, tu vois, dans une vie, quand tu vois, j'avais 20 ans du coup, mon année de Miss France, c'est un tel bouleversement que quand même tu t'interroges forcément sur ce qui te plaît, ce que tu as envie de faire, mais aussi les opportunités professionnelles que tu aimerais saisir ou tu vois, qui peut-être découleraient sur une carrière dont tu n'as même pas osé rêver. On te proposait quoi par exemple à la sortie de Miss France? On m'a proposé plein de trucs. On m'a proposé Canal, d'être Miss Météo sur Canal. On sait que c'est un tremplin pour après devenir animatrice, comédienne, humoriste, et j'en passe. On m'a proposé, j'avais rencontré une agent de mannequin à l'époque qui travaillait entre Paris et New York. Donc elle me dit, pars avec moi à New York, je te fais rentrer dans les plus grandes agences, etc. Je suis sûre que tu vas cartonner. Pourquoi pas, tu vois, en fait, quand on me dit ça, tu penses New York, c'est quand même un peu 20 ans, évidemment, le rêve. bien sûr. On m'a proposé de jouer dans des films. On m'a proposé plein de choses différentes. Alors finalement, pourquoi tu refuses toutes ces opportunités-là et tu retournes en études? Je refuse parce que, en fait, je pense qu'il y a 2 choses. Si je suis vraiment honnête avec moi-même, je pense qu'encore une fois, tu vois, j'ai peur de me lancer dans un milieu que je ne connais pas du tout, où je ne sais pas si j'ai du talent, des compétences et si je vais réussir, tu vois, alors que j'avais réussi la première année de médecine. Et du coup, ma voie était toute tracée vers le métier de médecin. Puis peut-être presque un rêve de petite fille aussi, finalement. Oui, et en fait, je me dis, raccroche-toi effectivement à la personne que tu es et que tu étais avant tout ça, en fait. Naturel, bien sûr. Pour ne pas avoir de regrets aussi par la suite. Et puis aussi parce que ouais, je pressentais que j'allais aimer ce métier, tu vois, et que je pouvais m'épanouir dans ce métier. Donc voilà. Et en fait, je me dis aussi, reprends les études et tu verras. Tu vois, si vraiment tu ne te sens pas à l'aise à la fac, à l'hôpital, et que finalement, tu as envie d'autre chose, les opportunités continueront en fait. Si tu entretiens aussi un peu ton réseau, si tu continues d'évoluer, de faire d'autres projets en parallèle. Et donc, j'ai décidé de reprendre les études, mais de poursuivre aussi d'autres activités en parallèle. Tu vois, je n'ai pas complètement arrêté d'avoir ce rôle d'ambassadrice. J'ai travaillé avec plein de marques, j'ai eu des expériences médias, tu vois, télé, radio. J'ai fait plein de trucs, j'ai développé énormément les réseaux sociaux. C'était l'essor des réseaux sociaux aussi, donc mon compte Instagram, la création de contenu. Et en fait, finalement, tu vois, j'ai gardé un peu un pied dans les 2 univers en me disant, comme ça, tu peux toujours à un moment bifurquer et choisir. Mais comment on n'a que 24 heures dans une journée, à moins que Marianne L'Orphelin en ait plus que nous. Non. Mais comment tu y arrives en fait? Comment tu arrives à les études de médecine? J'apprends rien à la personne. C'est quand même des études qui sont extrêmement lourdes, où il faut être très très investi. Comment tu arrives à gérer ça? Déjà, j'avais eu donc du coup la chance de valider ma première année, donc effectivement, j'étais lancée dans le cursus. Et les années qui arrivent par la suite sont quand même, sont des années de beaucoup de bachotage, je dirais, beaucoup d'apprentissage dans les livres, en complément de stage à l'hôpital. Mais le concours de l'internat, donc qui était en fait finalement l'échéance la plus importante de mes études, arrive qu'à la fin de la 6e année. Donc ce qui me laisse quand même, tu vois, 5 ans en fait d'apprentissage progressif, où je peux aussi me permettre, tu vois, de prendre un peu de distance, ou en tout cas de prendre un peu de temps pour faire autre chose. Je ne suis pas obligée d'être à 3000% dans la tête dans les bouquins et à l'hôpital tout de suite. Tu vois, tu as quand même une progressivité, tu vois, dans
dans la difficulté, on va dire. Ouais, d'accord. Okay, tu vois, la 2e année, ça va. La 3e, c'est un tout petit peu plus dur. La 4e, encore plus dur. Et tu arrives en 6e année. Et là, par contre, oui, tu vois, les 2 années de préparation d'internat, donc 5e, 6e année, j'ai quand même énormément travaillé. Après, j'ai aussi, tu vois, grignoté sur des temps de repos, des temps de loisirs, des temps familiaux, sociaux, voilà, amicaux, des temps de vie, des temps de sport, pour consacrer ce temps-là à mes autres activités, donc voilà, tournage, tout ce que j'ai fait, quoi, tournage, shooting photo, déplacement en France, à l'étranger. Donc en fait, j'avais quand même un rythme très, très, très intense. Millimétré, un agenda millimétré, tout. J'ai 2 heures de train, c'est 2 heures de révision de, biochimie. Le samedi, dimanche, au lieu de profiter un peu, de me reposer un peu, j'ai tous les cours que j'ai pas eu le temps de voir cette semaine parce que j'ai fait 2 jours à Paris qui se rajoutent au programme. Donc j'ai fait comme ça. Mentalement, ça va à cette période? Tu te rends compte? Ou alors tu es tellement dans un tunnel que finalement tu fonces et puis tu te retournes pas vraiment? Je suis une hyperactive. Et donc, en fait, initialement, ça me plaît, tu vois, d'avoir un rythme comme ça m'épanouit. Tu vois, je trouve que c'est génial. Il y a plein de gens qui valorisent aussi ça, tu vois, qui me disent « Mais c'est incroyable ce que tu fais, mais comment tu fais ?» Et moi, je trouve ça trop cool qu'on me dise ça, tu vois. Waouh, je suis une warrior et tout. Et en fait, la réalité me rattrape quand même assez vite. Où, en fait, à un moment, j'explose, quoi. Je suis trop sous pression, je suis trop fatiguée. Et en fait, je commence à faire des crises d'angoisse en 4e année de médecine. D'accord. Donc, il t'en reste encore 2 en plus de ça? Tu sais qu'il t'en reste 2 derrière? Ouais, enfin, je suis du coup, il m'en reste 2, 3, quoi. Et en tout cas, avant l'internat. Et ouais, je commence à faire des crises d'angoisse. Au début, je comprends pas trop. C'est quoi ces crises d'angoisse? Comment tu les ressens? La première, c'est la veille d'un examen. Okay. Donc en fait, je sens que je suis pas prête. J'ai pas assez révisé. Je suis pas du tout sereine, en fait. Vraiment plutôt inquiète à l'idée de passer ces examens. Je suis chez moi, à Lyon, je vis avec ma sœur à cette époque. Et à un moment, je me mets à trembler, je me mets à paniquer, en fait. Je me mets à trembler, à sentir que je vais étouffer, mon cœur qui s'accélère, palpitations, j'ai la tête qui tourne. Je comprends pas, en fait, ce qui m'arrive. Et là, je me dis, oh là là. En fait, j'essaie de dormir, parce que c'est l'heure de dormir, tu vois, c'est minuit. Et impossible de dormir, j'ai des idées noires, des idées, tu vois, d'échecs, de malheur, de choses vraiment, tu vois. Première fois de ta vie que ça t'arrive? Première fois de ma vie que ça m'arrive. Je comprends pas parce que j'ai pas encore fait la psy à ce moment-là. J'ai pas encore ouvert les chapitres troubles anxieux. Tu te dis quoi? Tu te dis bon, c'est la veille d'un examen, ça va passer. Je me reviens pas trop dessus. Je me dis c'est la veille d'un examen. Ouais, j'ai paniqué parce que je me sentais pas prête. Alors je dors pas de la nuit, je passe les examens, défoncés. Et on va dire que je sauve les meubles parce que voilà, je me rappelle pas que c'est avoir eu des notes catastrophiques, mais quand même ça m'a inquiétée, tu vois. Et puis l'année d'après, je crois que j'en refais, tu vois, quelques-unes assez espacées quand même, mais j'en refais dans l'année. Et l'année d'après, je suis en stage chez un médecin généraliste. Et en fait, on reçoit un patient qui décrit tout ça et le médecin dit vous faites certainement des crises d'angoisse, en termes médicaux, des attaques de panique. Voilà, c'est lié à l'anxiété, surcharge de stress, fatigue et tout ça. Et là, je me dis, il est en train de faire mon portrait là. C'est complètement moi. Ouais. Et je lui dis, d'ailleurs, en fait, moi je parle un petit peu de moi. Ouais, je lui dis, en fait, moi j'ai exactement tout ça. Ah ouais. En fait, je lui dis, ça fait plusieurs mois que j'ai ça. En fait, j'ai des symptômes et tout. T'étais pas allée consulter ton propre médecin en te disant... Pas le temps en plus. Ouais. Tu vois, pas le temps. Et puis, en vrai, ça va, tu sais, je vais m'en sortir. Est-ce que le médecin... J'ai quand même un côté un peu indépendante et warrior, tu vois. Je me laisse pas abattre, je suis forte. Ouais. On dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Est-ce que tu penses que les médecins se disent bon, ça va aller, moi de toute façon je suis médecin, bien sûr. Ouais. Bien sûr, on est très mal suivis. Okay. C'est rare qu'on s'auto-prescrive des prises de sang. Où tu vois, on ne s'auscule pas nous-mêmes. Ouais. Et tu te dis pas, je vais aller voir un collègue, non, je vais laisser passer, puis j'ai pas le temps. Ouais, j'ai pas le temps. En fait, j'ai pas le temps parce que je suis vraiment dans le tunnel où il faut que je sois efficace. J'ai pas le temps, tu vois. Ça, tu as dû l'avoir aussi. Il y a des patients qui ont dû te dire, je suis pas venue vous voir avant parce que j'avais pas le temps. Ouais. Et maintenant, ce que je leur dis, c'est si votre corps vous lâche ou votre tête vous lâche, là, vous allez perdre du temps. Ouais. Tu vois, là, ça va être un vrai problème pour votre vie perso et professionnelle.
Donc là, si vous n'arrêtez pas maintenant, ça va être encore pire après. Toi, en plus, ce qu'il a vécu, c'est bien. Réaliser... Du coup, tu as ce truc de j'ai un petit peu vécu. C'est presque un burn-out, finalement. Ouais, c'est presque un burn-out professionnel, parce qu'en fait, je travaille trop. Enfin, je travaille trop. J'ai que 23 ans, mais en fait, j'ai un rythme de travail de dingo. Et j'ai du mal à dire non. En fait, je prends tout. J'ai dit oui à tout. Pourquoi? Parce que même les amis, tu vois, que je vois pas beaucoup, ils me disent vas-y, on sort samedi soir, alors que c'est peut-être le seul soir où je vais pouvoir dormir. Et je dis j'y vais parce que tu vois, j'ai envie, j'ai besoin. Et je peux pas dire non. Et j'ai envie de tout faire, de tout vivre. Okay. Je suis, tu vois, dans cette boulimie de travail et d'émotions, tu vois, de rencontres. Je suis vraiment dans un. Bref. Comment tu fais pour aller mieux alors, après tout ça? Du coup, ce médecin me donne déjà des petits comprimés. Il me dit ça, si tu fais une crise d'angoisse, ça peut t'aider. Et puis en fait, déjà, je découvre ce que ça veut dire, pourquoi, comment. Tu vois, je commence à m'intéresser à la question juste de l'état psychologique, du bien-être. Ça veut dire quoi, tu vois, être bien en fait dans son corps, dans sa tête. Ça veut dire quoi, trouver son équilibre. Là où je m'étais jamais trop interrogée avant, en fait, je me dis peut-être qu'il va falloir apprendre à choisir, apprendre à dire non, apprendre à te prioriser et intégrer que tu ne peux pas tout faire. Ou alors tu le fais mal, ou alors tu vas te faire mal aussi à toi en fait. Tu vas exploser en plein vol de toute façon. Voilà, tu fais souffrir ton corps, ta tête. Et c'est ton outil aussi de travail, de vie, quoi. Tu vois, tu peux pas... On en parle beaucoup plus aujourd'hui. La parole est libérée là-dessus, sur le développement personnel, le bien-être. Pardon, mais j'ai l'impression qu'il y a encore... Alors, je suis très, très mauvaise dans les dates, mais il y a encore 5 ans, 5 à 10 ans, même 5 ans, on n'en parlait pas tant que ça. Moi, je pense que... Alors, effectivement, quand j'ai commencé à souffrir, on va dire, de cette anxiété, on n'en parlait pas du tout. D'accord. C'est venu très progressivement et moi, j'ai commencé à en parler un petit peu sur les réseaux sociaux. Donc, quelques années après, parce qu'il a fallu du temps pour comprendre d'où ça venait et être capable de les gérer aussi, tu vois, apprendre des techniques de relaxation, de respiration, de méditation. Mes petites astuces à moi, tu vois, qui fonctionnent bien et qui me permettent tout de suite de contrôler un peu mes émotions et mes symptômes et qui me permettent d'aller mieux. Et j'ai commencé à en parler au moment, tu vois, où oui, j'avais plus de connaissances sur le sujet et je me sentais capable de l'assumer et d'essayer d'aider les autres via ces prises de parole. Est-ce que tu as eu peur de Et au début, tu vois, les médias me disaient, mais attends, ah bon dès que j'ai commencé à en parler, tout le monde m'appelait, tu vois, pour faire des interviews, pour parler de ce sujet-là, parce que c'était rare, effectivement, qu'on parle de santé mentale. Tu as eu peur de le dire? Tu as eu peur qu'on se dise, ah ben finalement, Marine L'Orphelin, elle a aussi des failles? J'ai eu du mal à accepter mes failles. Alors que c'est beau d'avoir des failles, je trouve. Ouais, j'ai du mal à les accepter, mais je pense que c'était plus envers moi-même qu'envers le regard des autres. Tu vois, parce que déjà, il fallait accepter que moi, je n'étais pas parfaite et que j'avais des qualités, des défauts et des failles vraiment profondes. Et donc, ça a été déjà une acceptation avec moi-même. Après, quand j'ai commencé à en parler, j'ai tout de suite reçu pas mal de bienveillance, au contraire. Tu vois, beaucoup de messages, de soutien, de gens qui peut-être te disaient moi aussi. Merci d'en parler. De personnes concernées. Et de témoignages, tu vois, de petites astuces aussi. Et donc, je pense que ça m'a, je sais pas, peut-être rendue plus humaine, plus normale, plus accessible, en tout cas vis-à-vis du grand public. Et je crois que les gens, ça en ont besoin. Tu vois, en fait, ils ont besoin de... Ils peuvent t'admirer, tu vois, être véritablement... Attends, je trouve pas mes mots. T'idolâtrer aussi. Hein. Ouais, voilà, ils peuvent t'admirer, voire même t'idolâtrer, mais tu vois, à tel point de vouloir suivre tes pas, ou tu vois, on m'a déjà dit des choses comme ça, j'aimerais être vous, j'aimerais être comme vous, et ça me déstabilisait énormément. Et en fait, maintenant, je me dis, en leur montrant aussi, tu vois, qu'il y a les hauts, il y a les bas, on a tous des failles, mais qu'on peut travailler dessus, qu'on peut vivre avec, et que ça nous permet de nous épanouir en tant que vraiment personne dans notre globalité. Maintenant, aujourd'hui, tu vois, quand les gens me disent merci pour ce que vous faites et tout, je le reçois mieux. Enfin, je suis plus contente presque aujourd'hui, on me dit ça, parce que je me dis, ça veut dire qu'ils sont conscients que personne n'est parfait et peut-être... et personne n'a une vie parfaite.
tu vois, et qu'on est plus liés les uns avec les autres. On se ressemble tous, en fait. Il y a eu beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup trop, je pense, à mon goût. Là, je donne vraiment un avis personnel, beaucoup trop de la vie, c'est ça, c'est que des belles choses, on montre que les belles choses. Mais il y a aussi l'autre côté. Alors, je ne suis pas là à dire qu'il faut se filmer en train de pleurer, forcément, se filmer... Non, après, on rentre dans le pathos. Voilà, c'est là exactement. aussi, c'est créer parfois du buzz sur exactement. des dramas. En fait, on peut très, très vite partir dans des chemins qui sont too much. Mais par contre, c'est OK. C'est complètement OK aujourd'hui de dire, bon, bah là, je vais pas très bien, je prends un peu de recul sur les réseaux sociaux. Oh, j'ai passé une mauvaise journée aujourd'hui, à cause de ci, ça, je me suis énervée sur ça. C'est pas que du beau, c'est plus que du beau, c'est plus que de l'esthétisme. Heureusement, ça fait du bien. Heureusement, effectivement, que les gens se dévoilent avec moins de filtres, qui racontent leurs expériences aussi et qui ne montrent pas que la vie parfaite. Mais je pense qu'aujourd'hui, tu vas mieux? Ah oui, aujourd'hui, je vais mieux, en tout cas vis-à-vis des crises d'angoisse, de l'anxiété, beaucoup mieux, parce que justement, j'ai pris le temps de prendre un peu de recul. J'ai changé mon rythme aussi de vie, j'ai un rythme de vie beaucoup plus tranquille, en tout cas qui me correspond. J'ai appris à dire non, tu vois, donc je refuse pas mal de choses aujourd'hui, avec les formes, hein, bien sûr, et parfois c'est juste... Je peux dire, c'est pas le moment de me lancer dans tel projet, c'est pas dans mon timing, merci pour l'invitation. Peut-être plus tard, à un autre moment. Je m'accorde des temps, tu vois, vraiment dédiés, justement, moi, c'est à mon sport. Parce que le sport, ça a été un échappatoire et vraiment une boule, un endroit Attends, je sais pas comment le formuler. Ouais, le sport, ça a été véritablement un échappatoire et en même temps un endroit où je me suis reconstruite, tu vois, j'ai pris confiance en moi, des bonnes énergies. Tu avais mis le sport de côté pendant ton année Miss France et la suite? Oui. Ouais. Ça t'a manqué? Ouais, ça m'a manqué. Miss France et pendant les études de médecine. Et j'y suis revenue progressivement, tu vois, au début, à retourner courir une fois, après 2 fois. Après se dire, ah tiens, j'aimerais bien débuter tel sport, tester tel sport. Revenir un peu à mes loisirs. Parce qu'on te sait très sportive aujourd'hui. On te suit sur les réseaux sociaux et on sait qu'alors on fait tous les deux partie de la team Orange Running. Donc on a eu l'occasion de courir ensemble. On a fait les 10 km du marathon de Paris, des JO de Paris 2024. C'était incroyable, quelle expérience de dingue. Quelle ambiance. Mais toi, tu viens de quand même terminer l'MCC de l'UTMB. Incroyable, tu nous as fait 40 bornes. Ouais. Raconte-nous. Non, mais parce qu'on a suivi ça sur les réseaux. Moi, vraiment, je regardais et j'avais presque autant d'émotions que toi. À la ligne d'arrivée, je me dis, waouh, elle l'a fait alors qu'on sait que tu es blessée. Ouais, j'ai passé une année compliquée, encore une fois, hein, tu vois, comme quoi le corps aussi exprime des émotions, des ressentis. Et j'ai eu une année... précédente, l'année dernière, une grosse année quand même de changement dans ma vie, séparation, déménagement, etc. Nouveau projet professionnel, donc un peu de challenge, un peu de stress. Et oui, du coup, j'ai été blessée quasiment toute l'année. Donc j'ai fait pas mal de kiné, rééducation, renforcement musculaire, passé par des phases... T'as eu quoi exactement comme blessure? J'ai un problème au genou depuis très 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 longtemps, donc, et là le genou m'a fait pas mal souffrir, des épanchements, c'est le genou qui gonfle. Et puis ce qu'on appelait avant tendinite, mais tendinopathie à la hanche, donc des 2 côtés et tout. Mais je me suis accrochée, tu vois, j'ai toujours continué à faire un peu de sport, on va dire du sport adapté avec mes blessures. Et très contente d'avoir réussi à courir le 10 km du marathon pour tous. Initialement, je devais faire le marathon, mais bon, à un moment, il faut se rendre à l'évidence aussi. Tu vois, c'est ça aussi, la maturité, c'est de se dire non, je ne suis pas capable, je risque de me faire du mal, donc on va aller sur une course plus petite. Le marathon qui était en plus très très difficile. Bon, un marathon déjà, c'est quelque chose, très difficile. Mais le marathon et donc, ça se prépare, un marathon, ça s'invente pas. Voilà. C'est pas juste parce qu'on est sportif qu'on peut faire un marathon. Enfin, tu connais ça, c'est des séances de préparation et tout. Et par contre, j'avais gardé cet objectif de faire donc ce trail la semaine de l'UTMB, donc c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc, c'est un événement dans le monde du trail. Et j'ai eu la chance d'avoir un dossard du coup pour une petite course parce que mais à l'UTMB il y a plein de formats de courses différentes. Donc l'année dernière j'avais fait une course de 15 km
sur l'UTMB. Et cette année, j'ai choisi de passer à l'étape du dessus, mais l'étape du dessus, c'était 39. Donc un peu plus quand même. C'est une belle étape au-dessus. Ouais. Et je me suis dit, bah voilà, ton objectif de l'année vis-à-vis de la récupération des blessures, renforcement musculaire, c'est d'essayer d'arriver en forme pour cette course. Donc je suis partie pas très sereine parce que j'avais encore des petites douleurs un peu à la hanche, mais finalement ça s'est hyper bien passé. J'ai pris beaucoup de plaisir à pouvoir faire cette course que j'attendais du coup, que j'ai attendu toute l'année. Puisque c'est des paysages, voilà, le trail, j'ai découvert ça récemment et je suis tombée amoureuse de cette pratique qui allie l'activité physique quand même intense parce que tu cours, parce que tu montes, tu vois, tu as quand même des montées et des descentes qui sont physiques, mais en même temps, tu en prends plein les yeux, tu es dehors, pleine nature, tu passes dans des endroits tu vois, très sauvages et j'adore ça, voilà, ça me permet vraiment de m'évader et donc, ouais, voilà, très, très bonne course. J'ai un peu souffert à la fin quand même. J'ai fini avec des petites nausées et un peu mal à la hanche, mais ça va. Parce que quand même, au bout de 40 km, tu vois, les petites douleurs sont un peu revenues, mais ça allait. Tu ne vois plus ta vie sans sport aujourd'hui, j'imagine. Impossible. Impossible pour ma santé physique déjà, parce que l'activité physique, c'est quand même ce qui te permet de bien vieillir. Tu vois, de vieillir... en forme, de garder des muscles, des articulations en forme, une mobilité, une énergie. Et aussi pour ma santé mentale. Voilà, c'est vraiment ce que je kiffe. Ce qui est génial, c'est que ton compagnon de vie est aussi très sportif. Donc, vous partagez des super moments. Ça aussi, ça doit être hyper agréable, tu vois, de pouvoir allier ce bonheur, ce bien-être avec la personne avec laquelle on partage notre vie. Ah bah oui, mais moi, je pars du principe que la personne avec qui je suis doit partager. Enfin, je ne dis pas que c'est obligatoire pour l'autre de faire la même chose, mais moi, j'ai envie de partager des loisirs avec mon conjoint. Et du coup, là, c'est le cas. Oui, sur le sport, lui, il est encore beaucoup plus sportif que moi. Non, il a fait 1000 défis dans sa vie. Il adore ça. Et c'est un moteur aussi pour lui. Et je le comprends, tu vois. On partage cet état d'esprit de ça nous fait du bien et en même temps, c'est un moteur. Tu vois, chaque année, on se met des objectifs. Bon, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, mais moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. En tout cas, je me mets des objectifs, tu vois. Donc, ça peut être avec un dossard pour une course, ça peut être un voyage, ça peut être une réalisation professionnelle. Mais moi, j'ai besoin, tu vois, de me faire un peu une to-do list en début d'année avec plein de projets. Et il y a toujours un projet sportif dedans. Et là, ta to-do list, elle arrive bientôt à la fin. On est en septembre. T'as rempli beaucoup de cases ? Pas beaucoup, non. C'est vrai ? Non, pas beaucoup cette année. Pourtant, tu fais parce que j'ai fait beaucoup de pros, et j'avais mis des cases pour autre chose. D'accord. Et j'ai pas pu cocher les autres cases. Okay. Bah, alors si, je m'étais mis donc, un trail, un grand trail, enfin un beau trail. Et donc, j'ai coché cette case. Un voyage en van, j'ai coché cette case. Et après, je m'étais mis effectivement beaucoup de challenges pro cette année, donc je suis contente, j'ai réussi ces challenges-là, mais on ne peut pas tout faire non plus en une année. Mais je pense que c'est déjà pas mal. Ouais, quelques cases. Niveau professionnel, tu as plein de casquettes. On l'a dit, tu es médecin, tu es aussi une femme d'affaires, parce que tu as cofondé une marque de bijoux. Ouais. Tu peux nous en parler un peu ? C'est ça ? Ouais, c'est sublime, ça. Trop chouette. Ouais, on mettra le lien cliquable sous la vidéo pour accéder au site. Ouais, Jenna Jewelry, c'est une aventure qui peut effectivement paraître complètement paradoxale vis-à-vis de mes activités autour quand même de la santé et du sport. Donc c'est une copine qui a fondé Jenna Jewelry il y a 3 ans et qui en fait quand elle a lancé sa marque m'a contactée parce que c'est une ancienne Miss Bourgogne. Les Miss sont un petit réseau, une petite secte, une belle petite famille. Voilà. Et non mais n'empêche, c'est un sacré réseau. Et en fait, elle me dit, bah voilà, je lance une marque de bijoux. Donc, je la connaissais passionnée, effectivement, de ce secteur-là. J'aimerais t'en envoyer quelques-uns. Et s'ils te plaisent, évidemment, ça me donnerait un coup de pouce, que tu en parles un peu sur les réseaux, que tu les portes, etc. Coup de cœur absolu pour ces bijoux qui sont super quali. Vraiment, voilà, ça brille, c'est joli. C'est de la fantaisie, mais de très belle qualité. On est sur de l'argent, du zirconium, des bains d'or très fins et tout. Donc, voilà, c'est de la belle qualité. Et vraiment, je lui dis, écoute, bravo, j'adore tes bijoux, je suis fan. Donc, j'en parle un peu sur les réseaux. Elle vend du coup ses bijoux. Cool. Elle me dit, évidemment, elle me remercie 1000 fois. Elle est trop contente, ça lui permet de lancer son business. Et on fait 2 collections ensemble.
Donc elle me dit, si vraiment t'aimes les bijoux, ça te dit, on crée des petits bijoux ensemble et on fait T'es mon égérie sur une première collection, ça cartonne. Donc tu te mets un peu à dessiner ? Ouais, Trop je cool. lui dis, moi ça j'aime bien, tiens j'ai vu tel modèle. En fait chez Jenna, on a pas mal de modèles qui sont des chokers, donc très près du cou. Ouais. Et on a aussi des modèles qui pendent dans le dos. Okay. Et ça c'était mon idée, tu vois, à la base. De lui dire, moi j'adore en fait porter des choses qui sont ouvertes dans le dos, des robes dos nues, des pulls même en hiver. Et je lui dis, j'aimerais bien, tu vois, avoir des bijoux qui peuvent être portés de face, mais qu'on voit aussi dans le dos avec voilà, un petit brillant qui pend dans le dos et tout. Donc on a lancé des modèles comme ça a cartonné. Et en fait, on a collaboré comme ça pendant 1 an et demi. Et on a lancé 3 collections ensemble. Génial. Et moi j'adorais, tu vois, parce que du coup ça me sortait aussi de mes activités habituelles. Un petit échappatoire, ça fait du bien aussi. Un petit échappatoire, tu vois, un autre milieu, on parle de bijoux, de co-créer, de dessiner, de réfléchir le fermoir, tu vois, rien à voir. Ouais. Et je trouvais ça chouette. Et en fait, je trouvais ça chouette aussi de la voir développer son business, de partir de rien et d'arriver à lancer une marque, à créer une image, à créer des collections, réfléchir à la communication, tu vois, comment on communique sur cette marque, les points de vente, enfin voilà. Tout en fait. Hyper intéressant. Toute la démarche, hyper intéressant. Et du coup, l'année dernière, il y a 1 an et demi, elle me dit, écoute, tu m'aides tellement au quotidien, tu veux pas qu'on s'associe ? Et je lui dis, j'attendrais que tu me proposes en fait. C'est trop mignon, c'est génial. Ouais, je lui dis, j'attendrais que tu me proposes parce que je voulais pas être pushy et c'est ta marque et jamais, tu vois, j'aurais osé m'immiscer, tu vois, dans son business. Et en fait, quand c'est l'autre qui te propose, là, évidemment, c'est pas la même chose. Et donc, du coup, je lui ai dit, écoute, avec plaisir, c'est parti, quoi. Donc, voilà. Quelle belle aventure. J'ai des parts de la société et on réfléchit, tu vois, ensemble à comment développer la société. Alors, évidemment, tu vois, j'ai pas toutes les compétences. Hein. Moi, je suis pas là en back-office ou même en logistique et tout. Je découvre encore plein de choses, plein de problèmes dans l'entrepreneuriat. En fait, on découvre surtout les problèmes. Aussi. Il y en a aussi beaucoup. Mais ouais, c'est une belle aventure et voilà, on est très très régulièrement du coup en contact, on réfléchit ensemble à comment faire et tout. Donc ça, c'est encore une casquette que tu as. Tu es aussi chroniqueuse santé. On t'a vu chez Télématin il y a quelques... Tu y es encore ? Alors du coup, pas en cette rentrée. Puisque tu arrives sur France 5. Oui, parce que donc je garde un petit pied au magazine de la santé sur France 5. 2 fois par mois, j'ai ma chronique. Et je prends les rênes de Prenez soin de vous, donc, qui est une émission qui était animée par Michel Simès, où on accompagne des personnes à aller mieux sur des problématiques diverses et variées, mais voilà, sommeil, alimentation, surpoids, hypertension artérielle. Et donc, ça demande des tournages en amont. Donc, c'est une émission qui est diffusée que 3 fois par an. Après, si vraiment ça cartonne, ça sera peut-être plus. Mais... On le souhaite. Mais bon, voilà, ça demande quand même du temps, de l'investissement, des tournages, etc. Donc tu vois, encore une fois, ce besoin d'équilibre avec ma vie perso, ma vie pro aujourd'hui, besoin d'avoir du temps aussi pour moi, j'ai décidé d'arrêter Télématin parce que ça faisait trop, en fait, tout simplement. Et voilà, je suis OK avec ça et c'est chouette. C'est pas des décisions difficiles à prendre ? Télématin, si, c'était un peu difficile à prendre parce que c'est une équipe que j'adore, ils m'ont super bien accueillie. Un exercice aussi que j'ai apprécié, tu vois, du direct, d'apprendre à avoir une chronique. J'avais une chronique quand même assez courte, donc être punchy, donner des infos santé claires, tu vois, vulgariser en 3 minutes des sujets qui quand même parfois peuvent être un peu compliqués. Donc j'ai aimé cet exercice aussi. Mais voilà, il y a un moment, il faut faire des choix dans la vie. Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait que tu rêves de faire ? Ah tiens, c'est une bonne question ça. Je sais pas trop. Là, c'est plus... alors, au niveau professionnel, en fait, j'aimerais un peu plus m'investir dans Jenna aussi. Donc, me libérer. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai souhaité aussi me libérer un peu de temps. C'est pour vraiment, tu vois, être avec elle, un peu les mains dans le cambouis, quoi. Passer des journées, tu vois, à essayer de l'aider concrètement, tu vois, sur des points où aujourd'hui, je ne maîtrise pas encore le sujet. J'aimerais, au niveau pro... en fait, j'aimerais me spécialiser aujourd'hui. Donc, en fait, je suis médecin généraliste, mais je voudrais me spécialiser en médecine du sport. Ah ouais. Et donc, pour ça va me demander, tu vois, aussi de repasser quelques diplômes, d'aller en stage, enfin, tu vois, de retourner en stage, d'aller apprendre auprès d'autres médecins. Et j'aimerais, tu vois, cette année, par exemple, rejoindre les staffs médicaux de certaines courses.
Ah ouais, génial. Ou, tu vois, aventure sportive. Parce qu'il y a toujours un staff médical Bien en fait sûr. en parallèle. Et il se passe plein de trucs, tu vois, sur des événements sportifs. T'es Donc, déjà allée à l'INSEP, Marine? Voir les médecins de l'INSEP? je suis déjà allée à l'INSEP, oui, mais il y a Ok. quelques années. Et là, oui, j'ai des contacts avec, Ok. avec des chercheurs, des femmes de l'INSEP qui travaillent sur des sujets sport Ok. et femmes. Tu vois, santé de la femme, sportive de haut niveau et tout. C'est vrai que c'est hyper. Moi qui suis déjà allée, j'ai eu la chance d'aller à l'INSEP plusieurs fois grâce à la Gym, mon premier partenaire de Danser avec les stars. Et je suis allée dans, dans cet enclos de médecine et c'est assez impressionnant, quoi, le Ouais, staff c'est médical. impressionnant. Ouais. Bah, aujourd'hui, en plus, tu vois, ça fait que. Ça fait que grossir. En tout cas, tu vois, les spécialistes aujourd'hui sont vraiment nombreux et tu vois, dédiés vraiment à chaque aspect de la performance. Tu vois, aujourd'hui, bah, il y a des coachs mentaux, tu vois, coachs psychologues pour la performance. Je trouve ça passionnant. Ça pourrait te plaire, toi, de suivre un sportif comme ça ou plusieurs sportifs? Bah oui, moi, ça me plairait, tu vois, d'être médecin, donc pouvoir accompagner les patients dans une meilleure hygiène de vie, tu vois, par l'activité physique et sportive. Donc, ça peut être des gens qui sont sédentaires, inactifs, ont certaines pathologies, qui ont besoin et envie de se remettre au sport. Et accompagner aussi des sportifs de haut niveau vers la performance. Donc, des gens qui vont bien, comment optimiser, tu vas leur donner des conseils pour optimiser. Et des gens qui sont blessés. Voilà, c'est aussi ça, un médecin du sport, la plupart du temps, c'est quand même gérer les blessures. Mais voilà, ça m'intéresse trop. Donc, tu vois, ça allie en fait, si tu veux, mon métier, la santé, et ma passion pour la santé et ma passion du sport. Ouais. Donc, ça m'est venu, tu vois, l'année dernière, avec justement pas mal de réflexions, tu vois, sur le professionnel, où je vais, comment je reprends mon activité médicale, les médias, etc. Et en fait, je me suis dit, bah, il faut que je m'oriente encore plus vers ma passion, tu vois, donc la santé et le sport. Ça risque d'être sur ta to-do list de 2025, ça. Oui, c'est ça. Là, je vais commencer à attaquer ce sujet à la fin 2024, début 2025. Ouais. Marine, je vais te laisser mélanger ces cartes. Donc, c'est pour celles et ceux qui nous suivent depuis un petit moment, ou même si vous êtes les petits nouveaux sur YouTube, le petit oracle des anges, c'est mon oracle préféré. Je l'adore. Donc, je vais te laisser mélanger ces cartes. Je savais pas que tu t'intéressais j'adore. Si, on pourra astrologie, on pourra en parler des heures. Oracle. On pourra en parler des heures. Vraiment, j'adore ça. Tu vas mélanger, tu vas te poser une question, tu peux la garder dans ta tête. Tu n'es pas du tout obligé de nous la dire, qu'importe le sujet. Et je vais te demander ensuite de couper le jeu et de prendre avec ta main gauche la carte qui se trouve en dessous. D'accord, ok. Avec la main gauche, la main du côté du cœur, je ne t'apprends rien en étant médecin. Ok. Trop bien. Je les mélange du coup. Oui, mélange et pense à ta question. Ok. On te laisse ce moment pour toi. D'accord. Ah, c'est chouette de faire ça, j'aime bien. Je suis très ouvert d'esprit là-dessus. Ok. Ah ouais. Alors c'est vrai j'imagine que peut-être il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui se disent mais moi j'y crois pas du tout, je crois pas à tout ça. Je vous respecte, mais s'il vous plaît, respectez-nous. Ah, mais grave. On y croit. Non, mais moi j'y crois trop aux énergies, au fait que, bah, je te l'ai dit, hein, moi il y a des personnes dans ma famille qui ont des dons. Ta grand-mère, bien sûr. Et moi j'ai une cousine qui a des dons de voyance et qui, tu vois, pour le coup, qui est quelqu'un de très stable. Oui, bien sûr. Très réfléchi, tu vois, et qui du coup a été aussi un peu perturbée par ce don-là et qui finalement l'a accepté, l'a travaillé et tout. C'est dingue. Écoute, si vous voulez tout savoir, je vois ma voyante demain. Ah ouais. Si, il faut être très honnête, je suis avec vous sans aucun problème. Ah bah voilà. Ouais, c'est. Je ne dirige pas ma vie par rapport à ça, mais ça me fait du bien, j'aime ça. Ouais, mais on peut être très... je ne dirige pas ma vie du tout par rapport à ça. Moi, je suis très terre-à-terre. Oui. Et pourtant, je suis ouverte et je trouve que parfois, ça aide et parfois, ça amène à des discussions aussi profondes tout à fait. sur les êtres, leur personnalité et tout. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Et moi non plus, je ne dirige pas ma vie par rapport à ça. Oui. Ça aussi, me dire de ne pas faire ça, je veux le faire quand même si j'en ai envie. Ou alors, moi, on m'a déjà dit, vous allez vous séparer de ce garçon. Je n'ai pas pris la décision parce que la personne m'a dit, vous allez vous séparer de ce garçon. Mais heureusement. Sinon, oui, le pauvre. Est-ce que tu peux nous lire ta carte à voix haute, par contre, Marine, s'il te plaît? Toutes les cartes sont prières? Ou moi, il faut que je dise prière? Non, prière. Prière. Toutes les cartes ne sont pas prières. Ah bah moi, j'ai une carte prière. Ok. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Les anges sont là.
a priori, ils vont m'accompagner. Les anges vont t'accompagner et c'est tout ce qu'on te souhaite, bien sûr, pour la suite. Ça, c'est sympa. Je veux bien que vous m'accompagniez, les anges. Merci d'être là. N'hésitez pas à nous accompagner. On va terminer avec le petit Polaroid. Pardon. Vas-y. Non, c'est moi qui te passe devant. La petite photo Polaroid, vous avez l'habitude. Thibaut, il va falloir qu'on te voit dans le podcast. Il va falloir que tu te Thibaut, montres. montre-toi. Allez, c'est notre petite sympa. photo Polaroid. 3, 2, 1. Trop cool. Merci beaucoup. Marine, merci mille fois encore. Merci à toi. Encore merci d'avoir accepté mon invitation parce que je sais que ton planning est bien chargé. Écoute, il l'est moins. Oui, mais et c'est important qu'il soit moins pour justement ces moments-là aussi, tu vois. Eh ben, je suis ravie d'avoir partagé bien sûr ce moment avec toi. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. Vous savez que ça nous aide, à nous mettre un petit commentaire. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour tout, Marine. Vraiment. Merci à vous. À bientôt. Ciao, ciao. Merci.